avoir une pensée. Pour moi, ça n'est pas stupide de dire qu'un animal pense à un animal. Ah non, pour moi non plus, non, pas du tout. Au contraire, même, je ne parle même plus d'animal multimédial, parce que pour moi, on est en relation avec un être qui a des capacités. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, l'intelligence, on n'a pas la même intelligence. Voilà. On va parler du cheval, par exemple. Voilà, je suis formée par un éthologue qui s'appelle Jean-Claude Barré et qui dit très souvent, qui fait pleurer certaines cavalières, puisqu'il leur dit le cheval n'est pas intelligent. Et quand il dit ça, il se place par rapport à l'étude du cerveau, par rapport au néocortex. C'est-à-dire que le cheval n'a pas du tout la même intelligence que nous, mais il a une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il a un système. On est encore en train de mettre l'intelligence par rapport à la nôtre. C'est un peu ça où ça me gêne, c'est pas parce que c'est différent que c'est moins ou c'est plus. La différence ne veut pas dire moins ou plus. Ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement l'intelligence du cheval n'est pas la même que nous, c'est une intelligence émotionnelle. Et ce qui fait, en fait, dans son cerveau, il a le système limbique qui est extrêmement développé. Et c'est-à-dire que c'est un animal de fuite, le cheval, dans la steppe, quand il y a des prédateurs, il fuit. Donc c'est pour ça qu'il a un système limbique extrêmement développé et qu'il est dans l'émotionnel. Mais cette intelligence émotionnelle fait qu'il n'est pas moindre de l'homme. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, je ne fais pas être un être moindre. Disons que l'intelligence ne se situe pas au même niveau, mais ça c'est au niveau du cerveau, du néocortex, de tout ce qui est développement cérébral en fait. Il en est de même pour je crois que le cheval, le chien, le chat et le cheval, je crois que c'est le cheval qui est le moins intelligent des trois si on reprend les travaux des éthologues. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour ça qu'il n'a pas une intelligence qui est la sienne, qui est elle plus dans une intelligence émotionnelle. Et c'est pour ça que les animaux ressentent beaucoup plus des choses comme voilà, quand nous-mêmes on est touché, on est moins bien, qu'ils ont des comportements différents parce qu'on a des comportements différents. Il y a certainement quelque chose qui se joue autour de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je voulais vous expliquer surtout, c'est que quand j'emmène mon chien dans les établissements, il ne se dit pas « aujourd'hui, je suis thérapeute, je vais faire du bien aux enfants ». Lui, il n'est pas du tout là-dedans, il est lui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait toute sa richesse, c'est qu'il est lui. Et c'est ce qui fait qu'à un moment aussi, la thérapie... Et vous en serez persuadé à 100% qu'à un moment, il n'a pas associé le fait que vous l'emmenez à des endroits pour faire du bien à des enfants. Et qu'à un moment, quand vous l'emmenez à un endroit, il se dit tiens, peut-être qu'aujourd'hui, il fait du bien à un autre. Alors, je ne pense pas qu'il le dise dans ces termes-là. Parce que là, je le formule dans des termes humains. Oui. Mais, moi, je pense effectivement qu'il l'associe et qu'il sait quand il est au travail et quand il n'est pas au travail. Parce que je travaille avec des enfants qui sont en difficulté et des enfants qui crient, des enfants qui n'ont pas de regard, des enfants qui ne posent pas le regard, des enfants qui n'ont pas de langage. Donc, il sent bien qu'il y a une différence, si vous voulez, entre des personnes dites ordinaires et des personnes qui vont présenter des fragilités ou des difficultés. Donc il sait très bien que quand il est au travail avec moi, effectivement, il va avoir ces populations fragilisées qu'il ne rencontre pas après dans mon quotidien, à la maison, forcément. Donc effectivement, il sait quand il est au travail ou pas, et il revient très fatigué de ses séances. Mais c'est compliqué d'expliquer après... Il sait qu'il a pour quelque chose. Il associe une situation, un contexte à une situation et à quelque chose que je vais lui demander, effectivement. Mais après, il ne se dit pas, effectivement, oui, je veux faire du bien. Il est spontané, il y a des jours d'ailleurs, il est disponible, il va chercher dans un coin, il n'a pas du tout envie d'aller voir un enfant. Alors que, pourquoi après, si du coup on suit votre logique, vous devrez tous les jours aller tout de suite vers les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? S'il vous plaît, vous pourriez, quand vous parlez tous les deux, parler que tout le monde en profite. Oui, pardon. Je dis que c'est un animal, c'est comme les êtres humains. Un être humain qui va au travail, il y a des jours d'accord. Oui, d'accord, il a ses humeurs aussi. Mais il va quand même. Si on n'avait pas besoin d'argent, je pense que je sais bien, mais voilà, c'était pour vous dire qu'on ne peut pas prêter d'attention à l'animal dans le sens de faire du bien.
Voilà. Mais par contre, vous dites qu'il est très fatigué quand il rentre. Oui, parce que Ça, c'est incroyable, ça prouve quelque chose quand même. Oui, parce qu'ils sont extrêmement sensibles. Ils sont beaucoup dans un langage émotionnel, corporel. Et ils reçoivent énormément d'émotions de ces enfants qui crient, qui s'agitent, qui sont violents, qui explosent parfois. Et pour lui, ça sort de l'ordinaire. Et du coup, il va quand même au contact de ses enfants. Et En restant calme, en n'aboyant pas. Voilà, exactement. Ou alors quand il ne veut pas, il se met dans un coin, ou alors il se couche près de la porte. Donc là, je sais qu'on arrête la séance parce que le chien ne veut pas, et moi, je laisse toujours le choix à mon chien. Voilà, c'est une pratique. Je ne vais pas forcer mon chien pour son bien-être. Est-ce qu'il a reçu un dressage pour ça? C'est ça, je vais poser comme question. Est-ce qu'il a reçu un dressage pour ça? Oui, alors, par contre, oui, le mien. Ces animaux-là. Oui, c'est ça. A été Dubaï, qui a un chien handichien, a été éduqué, c'est-à-dire que, alors chien handichien, ils sont placés en famille d'accueil de 2 mois à 18 mois. Et la famille d'accueil les familiarise à plein de choses, plein de situations, qui s'habituent à tout et qui plus tard il est le moins de peur et de phobie possible. Ils vont au contact aussi de personnes déjà fragilisées en établissement. Et de 18 mois à 2 ans, ils partent faire leur éducation au centre d'éducation handi-chien, où là, ils vont travailler plusieurs mois avec les éducateurs canins. Et à 2 ans, ils sont remis. Alors, soit en tant que chien d'assistance à des personnes en situation de handicap, soit en tant que chien d'éveil pour stimuler des enfants autistes ou polyhandicapés, ou en tant que chien d'accompagnement social auprès de professionnels comme moi. Ce sont des chiens qui sont testés à 2 mois, déjà il y a des tests, voilà. Et après ils sont éduqués tout le long avec un protocole précis, ils doivent faire 52 commandes, ils apprennent 52 commandes, ouvrir une porte, ramasser un objet, ils sont sensibilisés, familiarisés avec plein de situations. Par contre, il y a des chiens qui sont réformés, parce que leur tempérament, leur caractère font qu'ils ne sont pas suffisamment fiables, stables et sécures pour faire ce travail-là. Voilà. Et un chat, alors, ça se dresse pour... Non, un chat, c'est pas possible. Alors, le chat, c'est très très difficile, effectivement. Ça commence, j'ai des collègues qui travaillent avec des chats, mais c'est un animal qui est très indépendant et qui s'éduque difficilement, peut-être pour ses besoins ou parce qu'après il y a des habitudes. Mais pour un travail de médiation animale, c'est plus difficile, effectivement, oui, par rapport au chien. Voilà, c'est vrai que le chien, même si, comme je vous disais, moi je ne le force pas et il est libre de ses interactions, on peut demander plus de choses à un chien peut-être qu'à un chat. Et un chien s'adapte peut-être plus facilement. Le chien, c'est pas pareil. Dans la relation à l'homme, c'est différent. Vous aviez une question? Non. Et il y a des races, bien sûr, Alors, chien handichien, ils éduquent des labradors, des golden retrievers. Après, j'ai des collègues qui travaillent en médiation animale et qui n'ont pas forcément un chien labellisé handichien. C'est leur chien à eux qu'ils ont éduqué. Et on trouve toutes les races, parfois même des petits bâtards. Tout est question d'éducation, de fiabilité. Il faut que le chien ait un comportement, au niveau comportemental, qu'il soit stable, qu'il soit fiable, qu'il ne présente pas de danger. Et après qu'il ait surtout de grandes capacités à aller en relation avec l'homme et avec des publics en difficulté. C'est souvent des chiens qui ont des capacités à entrer en relation, en fait. Voilà. Mais on peut trouver toutes les races. Voilà. On dit chien n'éduque que certaines catégories de chiens pour ce travail-là. Mais après, j'ai des collègues en médiation animale qui travaillent avec des cockers, des cockers qui sont capricieux comme tout. Ces petits chiens, des cavaliers king. Voilà. Donc c'est vraiment donc des poils longs, des poils courts, de couleurs différentes, des bergers australiens, on voit beaucoup ça en médiation animale, des labradors, des golden, ça c'est dans les chiens qu'on trouve le plus. À Bagneux, il y a dans une maison de retraite à Bagneux,
éducateur canin qui est venu pendant plusieurs mois ou même dans une maison de retraite de Bagneux avec ses chiens. Alors, il y avait vraiment tout, y compris les normes d'engagement, jusqu'au petit... non, pas chihuahua, mais... Et bon, lui, il n'avait pas de formation du tout de thérapeute pour les personnes, mais parce que, je ne sais pas comment il s'était mis en rapport avec la maison de retraite et les gens étaient demandeurs. Oui, parce que parfois ils viennent faire animer ou faire une présence, faire une animation ou une présence tout simplement, une visite. On parle de chiens visiteurs en fait. Voilà. Ils viennent visiter des établissements, mais il n'y a pas forcément derrière un projet thérapeutique. C'est une animation ou voilà, ou juste pour une présence animale dans l'établissement qui fait du bien, la caresse, une petite croquette. Ça s'appelle les chiens visiteurs. Et souvent, ce sont des bénévoles qui font ça aussi. À Paris, vous avez l'association Parents et de Chiens. Ce sont que des bénévoles qui interviennent avec leurs chiens à eux dans différents établissements. Alors, l'objectif, c'est bien sûr le mieux-être des personnes bénéficiaires. Ça, c'est qu'on soit éducateur spécialisé, infirmier, psychologue. Ce qu'on cherche en médiation animale, c'est le mieux-être des personnes. On en parlait, un animal sélectionné avec des critères précis, donc stable au niveau comportemental, avec un suivi sanitaire et hygiénique rigoureux, forcément. Le vétérinaire, les soins, tout ça c'est important. Un intervenant qualifié, donc une personne qui est formée à ce travail-là. Et puis ce sont des projets qui sont aussi évalués et supervisés. C'est-à-dire que la personne, le professionnel est aussi supervisé dans son travail. Et puis l'animal aussi, pour son bien-être. Parce qu'un animal, peut-être qu'à 3 ans, il va être en super forme. Et puis qu'à 5 ans, ça va commencer à être difficile pour lui d'être mis au contact de publics fragilisés, en difficulté, et que peut-être il faudra arrêter. Voilà. Alors voilà, quand je vous disais que la triangulation, c'est la base de la médiation animale, c'était un moment où tout le monde peut être médiateur de tout le monde. L'animal, lui, est médiateur à son insu. Alors, je vous donne un petit exemple. Un jour, je travaillais dans un institut médico-éducatif auprès d'enfants qui sont déficients intellectuellement. Et c'était ma première rencontre avec un jeune donc, déficience mentale, avec des troubles autistiques, des troubles psychotiques associés et un bégaiement. Et quand il se présente à moi, il me dit, tu sais, parfois je bégaye. Voilà. Et puis, je lui présente mon chien, je lui explique un peu tout ce qu'il sait faire, et il me dit, ah oui, il sait aboyer comme ça, si on lui demande, il peut aboyer ton chien. Je lui dis oui, donc pour moi ça me parle parce qu'un enfant qui juste avant m'avait dit qu'il bégayait, et là il veut faire aboyer le chien, sur demande, bon. Il me dit, bah, tu peux me montrer, j'aimerais bien essayer. Donc je lui montre, donc mon chien pour le faire aboyer, les chiens, on dit chien, ils ont une commande. Alors vous prenez une petite croquette et puis vous faites ça, vous dites aboie, aboie, aboie. Et vous faites aboyer le chien 3 fois, comme ça, bien fort. Et j'essaie, mon chien n'aboie pas. Il n'arrive pas à aboyer. Donc, je me dis, bon, je ne peux pas non plus le forcer, mais en même temps, je suis un petit peu agacée parce que je me dis c'était très important pour cet enfant d'entendre le chien aboyer. Donc je suis agacée, je pense que mon chien sent que dans mon comportement, je suis différente et qu'il y a quelque chose qui m'agace, quoi. J'ai des tensions nerveuses, très certainement, qui ressentent, ça monte. Et là, j'ai ce jeune qui me dit, bah attends, je vais le faire. Il me prend la croquette des mains et il demande à mon chien d'aboyer. Et mon chien aboie du premier coup est très fort. Donc c'est quand même, déjà, au début, il est très... Mon chien est un peu long, donc il faut lui répéter plusieurs fois la même chose. Et là, avec ce jeune, du premier coup, il aboie. Et donc, situation, je ne sais pas pourquoi avec moi, je ne sais pas ce qui s'est joué dans la relation avec moi à ce moment-là, et qu'est-ce qui s'est joué dans la relation avec cet enfant à ce moment-là. Je ne sais pas si la science pourra un jour nous l'expliquer, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit,